L'or. Quelle belle matière pour faire une salière. Quelle belle matière pour représenter dieux et déesses nus. Et avec cette matière et ce programme ornemental, eh bien Benvenuto Cellini va commencer en 1540, ce qui va devenir la plus belle salière au monde et, par la même occasion, va placer l'art de l'orfèvrerie au niveau des arts majeurs. Cette fameuse salière, commandée par le roi de France, François Ier, sera achevée en 1543. En 1570, Charles IX l'offre à l'archiduc Ferdinand du Tyrol, qui explique qu'elle est actuellement conservée au Kunsthistorisches Museum, le musée d'histoire de l'art de Vienne, en Autriche. Cette pièce mesure 22 cm de large par 33 cm de long et 26 cm de haut, et elle est donc l'œuvre de Benvenuto Cellini. C'est donc une salière poivrière. Et on peut dire tout de suite qu'à cette époque, le milieu du XVIe siècle, la salière occupe une place à part sur la table. C'est d'abord un objet utilitaire, d'ailleurs Cellini l'a conçu comme cela, les roulettes sous l'objet impliquent cet aspect, mais c'est aussi, et peut-être même avant tout, un objet esthétique de la table des princes, et François Ier, qui en était son heureux propriétaire, la considérait lui comme un objet de collection. En réalité, initialement, cette salière n'était pas prévue pour François Ier, mais pour le cardinal Hippolyte d'Este, mais si Cellini avait bien élaboré le modèle pour Hippolyte, il ne l'a en revanche jamais réalisé pour lui. Et puis en 1541, comme Cellini est en France à ce moment, eh bien François fait appel à Cellini pour réaliser une salière, mais laissons Cellini lui-même faire la description de son œuvre. J'avais représenté l'océan et la terre assis l'un en face de l'autre, les jambes entrecroisées, par allusion au golfe qui pénètre dans les terres et au cap qui s'avance dans la mer. J'avais placé un trident dans la main droite de l'océan et une barque très finement travaillée destinée à contenir le sel. Pour personnifier la terre, j'avais exécuté une femme de toute beauté, entièrement nue, tout comme la figure de l'homme qui lui faisait vis-à-vis. De sa main gauche, elle presse son sein, et à sa droite, j'avais placé un petit temple ionique très finement travaillé, propre à contenir le poivre. Quand je mis cet ouvrage sous les yeux du roi, il poussa un cri d'étonnement et ne se lassa point de le contempler. Cette salière de forme ovale représente donc une allégorie de la déesse phrygienne et gréco-romaine de la terre, Cybèle. Elle est entièrement nue, assise sur un éléphant, et l'éléphant est en fait une iconographie de François Ier, qui avait déjà été utilisée par Rosso Fiorentino dans la galerie de Fontainebleau. Là on a un petit chien qui n'est pas loin, à côté d'elle un temple destiné à recevoir le poivre, qui est un produit de la terre, et par-ci par-là quelques fruits colorés. Sa main gauche presse son sein pour en faire jaillir le lait, pour signifier l'abondance, et fait écho à cette figure de l'abondance sur le toit du temple. Les jambes de la déesse sont pliées pour évoquer les montagnes. Et lui faisant face, une allégorie de Neptune, portée par des chevaux de mer, recouverts d'une couverture au motif de fleurs de lys, blason que l'on va retrouver sur le temple d'ailleurs. Neptune tient un trident et porte un diadème en émail vert. À côté de lui, une barque qui reçoit le sel, qui est un produit de la mer. Les jambes des deux personnages se croisent effectivement, c'est la terre et la mer étroitement liées, la mer qui rentre dans les terres. Et ces deux personnages sont représentés de façon très naturaliste. Le socle est aussi décoré avec des figures émaillées, colorées, qui symbolisent en alternance les 4 vents dominants, Borée, Euros, Notos et Zéphyr, qui figurent par des visages aux joues gonflées, et les 4 étapes de la journée, l'aurore, le jour, le crépuscule, la nuit, qui figurent par 4 personnages allongés et se couvrant, se découvrant d'un voile, et accompagnés de l'astre de leur moment. Et tout ça en or massif. Bon, il y a quand même une base d'ébène, un écorce d'émail coloré transparent. Donc pour faire de l'émail, c'est en fait un bloc de verre coloré à l'oxyde qu'on réduit en poudre, puis on réchauffe cette poudre qui va servir pour peindre. Et on réchauffe le tout pour figer, pour émailler la surface. Donc on va retrouver 3 couleurs d'émail principales, le vert pour les diadèmes, les algues, l'herbe, le fond de certaines figures du socle, du bleu pour le trident, l'eau, les yeux des chevaux marins, également des touches sur les diadèmes, et du rouge pour les fruits, les drapés, et par-ci par-là de multiples touches de ces émaux colorés. Les roulettes sur le socle sont constituées de 4 petites boules d'ivoire, rien que ça, donc qui montrent que l'objet était censé circuler sur la table, donc que c'était bien un objet utilitaire. C'est un objet de luxe avec des matériaux riches, bon, il n'y a pas de pierres précieuses, mais il y a quand même de la couleur qui va rehausser cette chaleur de l'or, et eh bien, les émaux font tout à fait le travail d'une pierre précieuse. Et tout cela dans le maniérisme le plus triomphant. Cette organisation des personnages de la terre et de la mer, associés aux ingrédients de leur côté, associés à ses attributs mythologiques et personnels au roi avec cet éléphant, font de cette pièce une pièce
réfléchi et très intellectuel. Et on y associe un aspect stylistique bien particulier à cette époque, avec ses corps parfaits, musclés, ses poses maniérées, le déséquilibre, l'asymétrie générale, avec ses corps qui ne s'appuient sur rien, cette profusion également de multitudes d'éléments, de détails, et cet aspect multiface, cet objet qui peut et doit être vu depuis tous les angles en tournant autour, eh bien cet aspect est aussi une caractéristique du maniérisme. Alors, oui, c'est très chargé, très référencé, mais c'est la mode, celle du milieu du XVIe siècle humaniste, celle des mécènes éclairés de l'Europe occidentale. Une mode dont Benvenuto Cellini est un maître incontesté. Ce Florentin né en 1500 a 40 ans lors de la réalisation de cette pièce. C'est donc un artiste accompli, un sculpteur, un orfèvre, un médailleur, un graveur de pierre dure, qui a fui Rome parce qu'il avait une relation un peu tendue avec le pape Paul III Farnèse. Et à la période de cette salière, eh bien c'est en fait le second voyage de Cellini en France. Il avait fait un bref séjour en 1537, et cette fois, c'est un séjour de 5 ans, donc de 1540 à 1545. Alors, les Italiens étaient très bien représentés en France, ils vont renouveler complètement l'art français à cette période, ils vont créer et inspirer les artistes français eux-mêmes, donc que ce soit Rosso, le chef de chantier du palais de Fontainebleau, qui d'ailleurs a aussi fait des dessins pour des salières, des vases, des aiguières et autres objets pour le roi, ou Primatis, son assistant et futur chef de chantier à la mort du Rosso. Et Cellini, qui arrive à la cour du roi de France à ce moment-là, eh bien, c'est déjà le plus grand des sculpteurs et des orfèvres à ce moment-là, et il prouve très bien, avec cette toute petite pièce, comme avec ces grandes statues, que c'est son art qui est supérieur à tous les autres pour restituer la nature et le réalisme. Parce qu'en fait, il y avait un vrai débat, alors purement théorique, artistique et intellectuel, à cette époque de la Renaissance, et propre à cet esprit maniériste, qu'on appelle le débat du paragone, c'est-à-dire laquelle, entre la peinture et la sculpture, est la meilleure. Et Cellini, en fait, s'est complètement lâché ici pour affirmer sa position, son opinion dans ce débat. Alors, François Ier était un peu loin de ce débat sur les arts, et puis il n'aura pas profité beaucoup de sa salière, puisqu'il meurt en 1547, c'est-à-dire 3 ans après la réalisation de cet objet, mais cet objet reste représentatif de ce que pouvait être la table des princes à la Renaissance. Les inventaires et quelques images témoignent d'objets de vaisselle en or. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'or sur les tables royales. L'or pour sa richesse, pour sa brillance, pour sa chaleur. Et puis l'or était aussi considéré comme un fortifiant. Bon, on trouvait aussi des objets en argent, en vermeil, c'est-à-dire en argent recouvert d'or. Le tout avec des pierres précieuses importées du Nouveau Monde. Tout ça pour montrer sa richesse dans ses palais et sur la table. Et encore plus en France, parce que, bon, on dit qu'on est le pays de la gastronomie, mais c'est pas pour rien, c'est-à-dire que ça commence depuis au moins la Renaissance. Et donc à la cour de François Ier, et puis en son palais de Fontainebleau, qui est le palais où en tout et pour tout il aura passé le plus de temps, eh bien, ce palais qui est un pôle artistique va attirer voilà, des artistes d'un peu partout en Europe qui vont proposer des formes pour développer encore plus cet art. Les Italiens, les Allemands, les Flamands travaillent en France et chacun apporte son savoir-faire et son style. Et pourquoi la table? Eh bien, parce que c'est là qu'on partage des moments privilégiés, qu'on peut faire démonstration de sa richesse, autant avec la nourriture que avec les couverts. Parce que si on a des beaux vêtements à l'extérieur et qu'on a des palais avec des architectures absolument fascinantes, il faut qu'à l'intérieur même de ces palais, les espaces de la vie, il faut que ça suive aussi. Donc on expose ces pièces du quotidien, on expose son orfèvrerie sur des meubles créés spécialement pour cela, les dressoirs, et on va mettre en valeur tout cet environnement avec des tables recouvertes de nappes de damas blanc, et cette salière fait partie des objets les plus fantastiques que l'on pouvait trouver sur ces tables. Aussi, dites-vous bien que malgré la beauté de cette pièce, le fait de conserver un tel objet en or en fait forcément un objet survivant. C'est extrêmement rare de conserver dans leur intégrité les objets réalisés à partir de telles matières précieuses. Je pense par exemple au livre d'heures de François Ier, dont on conserve les pierres précieuses, les émaux, l'or, absolument rarissime. Parce que l'or, ça peut être fondu, refondu, ça peut être monnayé. Donc là, pour le coup, on est obligé de remercier Charles IX, qui en a fait un cadeau diplomatique. On ne le conserve plus en France, mais au moins, l'humanité le conserve. Et puis, voilà, c'est une pièce, la salière de Cellini, qui fait encore l'objet de convoitises. Elle a été volée dans son musée en 2003, merci retrouvée en 2006, ce qui lui a valu une revalorisation de son contrat d'assurance à hauteur de 60 millions d'euros, mais bon ça,
c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne, c'est comme ça qu'on mesure notre progression. Prenez soin de vous et tenez bon en ces périodes difficiles. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.